Continuons notre examen du concept socialiste chinois de 4 intégralités. 四个全面的战略布局, les 4 intégralités. Et il me semble pertinent d'examiner le sens de ce concept en relation avec le concept de totalitarisme, un concept mais aussi un jugement de valeur que, vous le savez, les intellectuels occidentaux ont vite fait de projeter sur la politique chinoise. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer à parler de Jacques Ellul, j'en parlerai souvent, mais sur ce concept, son article que vous trouvez dans l'Encyclopædia Universalis est très intéressant. Il définit le totalitarisme, vous le savez, et cette définition ne correspond pas à ce qu'on trouve en Chine. Les 3 premiers critères sont respectivement dépassés, problématiques ou inadaptés. La définition de Jacques Ellul est correcte, mais j'entends, si vous voulez appliquer cette définition du totalitarisme à la Chine, vous aurez des difficultés. Premièrement, la Chine communiste s'est installée au moyen d'une révolution, certes, mais si Mao a usé du moyen de la révolution, même jusqu'à sa mort, nous sommes d'accord, la révolution n'est plus le moyen de conservation du pouvoir. Le pouvoir se transmet à présent en Chine de manière régulière. La Chine n'est plus en état d'urgence. Deuxièmement, à moins de confondre certains moyens traditionnels de l'autorité publique, confondre par exemple les prisons ou les centres de déradicalisation avec des camps de concentration, comme le fait volontiers la presse occidentale, et de fantasmer sur des chiffres fabriqués qu'on trouve à profusion dans notre presse occidentale, en effet, peut-on dire que la Chine de Xi Jinping soit un pays gouverné par la terreur ? Rien n'est moins sûr. Alors, sur ce problème des chiffres trafiqués, je vous renvoie à un article de Bruno Gig qui refait certains de ses calculs et dégonfle ses inflations statistiques dans La Chine, Amnesty et les Gilets jaunes, un article de René Gig du 5 mars 2019 que vous trouvez sans difficulté sur le net, en accès libre. Pour ce qui est du critère de la terreur, il est beaucoup plus subjectif que les autres. Son application au cas du régime chinois peut s'apprécier différemment selon les intérêts du locuteur, selon l'appartenance du locuteur à un groupe d'intérêts politiques particulier. Troisièmement, malgré l'importance donnée aux questions militaires et au statut de Xi Jinping, qui est président de la commission militaire centrale depuis 2012, on verra que le socialisme à caractéristiques chinoises n'est pas une forme de militarisme. J'y reviendrai, c'est une question centrale, j'y reviendrai dans mon chapitre sur la philosophie militaire de la doctrine Xi. Mais en substance, il faut déjà dire que le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère n'est pas une politique essentiellement militaire, que le développement de son armée n'a qu'une visée défensive, dans la doctrine comme dans les faits, puisque, comme vous le savez, je ne cesse de le répéter, il n'existe aucun champ d'opération militaire chinois dans le monde, et encore moins de guerre. Mais enfin, vous savez que nous avons l'habitude, en Occident, de maquiller les guerres sous le terme d'opération militaire spéciale, ce qui permet, dans bien des démocraties qui veulent contourner un petit peu les obstacles juridiques, d'éviter d'avoir à consulter leur parlement pour obtenir l'autorisation d'engager une guerre. Mais enfin voilà, même si vous êtes conscient qu'on peut jouer sur les mots, il n'existe ni guerre, ni opération militaire spéciale de la Chine en dehors de ses frontières. Donc ce n'est pas un régime militaire, ni dans les discours, dans la théorie, dans la doctrine Xi, ni dans les faits. Le 4e point, c'est que le dernier critère de Jacques Ellul, qui concerne l'importance d'un appareil nouveau, le parti, qui distingue radicalement ces régimes de tout ce qui les a précédés, ne s'applique pas non plus particulièrement à la Chine. Nous verrons que ce parti et son président sont loin de rompre avec l'histoire de la Chine impériale. Il n'y a pas de rupture.
Donc, aucun des critères mobilisés par Jacques Ellul dans sa définition du totalitarisme, aucun de ces critères ne permet de conclure que le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère soit un totalitarisme. Alors, toute la question maintenant, c'est de savoir si on n'aurait pas confondu, par préjugé ou manque de définition, le souverainisme et le totalitarisme. La conception scientifique de la politique comme science architectonique, globalisante, totalisante, certes, oui, ou intégrale, tuanmian en chinois, j'y reviens, ce terme, les Chinois, Xi Jinping l'emploie effectivement. Il caractérise le socialisme à la chinoise, mais c'est le moyen d'un souverainisme qui se donne pour but de décider de tous les aspects de la vie humaine, parce que tous les aspects de la vie humaine sont susceptibles de concerner, pour le pire ou le meilleur, le devenir collectif, le vivre ensemble. C'est donc tout ou rien, si vous voulez, en politique, au risque de voir cette ambition d'intégralité se corrompre en péril totalitaire, justement, ou se corrompre tout simplement sous l'action de forces politiques étrangères. Ou bien la politique s'occupe de tout, ou bien elle est coupable du renoncement qui permet à des groupes d'intérêts particuliers ou étrangers de se comporter en prédateurs contre les intérêts du peuple. Il n'est pas déraisonnable de supposer que c'est en considération de ce dernier péril que la Chine socialiste a choisi la première option. Au principe libéral, d'une raison gouvernementale qui recommanderait le minimalisme, c'est-à-dire gouverner le moins possible au nom des libertés individuelles pour éviter le péril absolutiste ou totalitaire, répond le principe maximisant de la politique socialiste qui veut donner à la liberté collective les outils d'une puissance effective. Depuis Mao, les jeux sont faits et Xi Jinping rappelle dans d'innombrables discours sa volonté de, je le cite, promouvoir de façon symétrique les dispositions stratégiques des 4 intégralités. Promouvoir de façon synergique les dispositions stratégiques des 4 intégralités. Cette affirmation de Xi Jinping est une option forte sur le problème politique de la justice, radicalement opposé au choix des régimes politiques libéraux. Certes, le malentendu libéral sur l'option chinoise n'est pas de soupçonner la corruption toujours possible de l'absolutisme en totalitarisme, mais d'escamoter le problème de la prédation possible aussi. La prédation des intérêts du peuple par des intérêts particuliers étrangers au nom des libertés. Le malentendu de la presse libérale étrangère occidentale repose sur le fait qu'elle sous-estime ou qu'elle ignore le risque radical dont la Chine veut se protéger, puisque comme nous l'ont montré tous les rappels historiques que nous avons fait dans les podcasts antérieurs, on ne comprend rien à la politique chinoise si on ne part pas du souvenir du siècle d'humiliation. Il ne s'agit pas pour les Chinois de se venger de l'Occident, mais il s'agit en tout cas, et on peut les comprendre, d'éviter de laisser l'Occident répéter contre eux la tragédie qui les a enfoncés pendant plus de 100 ans dans ce siècle d'humiliation dont ils ont eu toutes les peines à sortir et dont ils sont, heureusement pour eux, finalement sortis. Nous sommes encore loin d'avoir tiré au clair toute cette question. Je vous donne rendez-vous dans un prochain podcast pour continuer l'analyse de ce concept de 4 intégralités, de totalitarisme, de souverainisme, d'autoritarisme, etc. Et je vous souhaite en attendant une très belle journée à tous.